Voilà, 4 jours nous séparent du mois de février. Aimables fidèles téléspectateurs de Terre Télévision, bonsoir et bienvenue à ce tout dernier numéro de TJ Sport. TJ Sport, dont 3 sujets feront débat autour de cette table avec mes 2 invités qui d'ailleurs, je m'avais déjà salué à ma gauche, surtout Papi Katassi. Bonsoir Papi. Bonsoir estimé confrère JC Kankou, merci en tout cas pour l'invitation pour une première dans cette chaîne de télévision Terre Jaune. Donc moi c'est ma première participation ici, donc très heureux de voir en tout cas la technologie de pointe de cette télévision qui j'espère aura donc long fait au niveau de l'espace audiovisuel en République démocratique du Congo et par là au travers, bien sûr, les investissements dans cette chaîne de télévision. On fait un clin d'œil à l'honorable député national Ogi Kalonji, qui est pratiquement le promoteur de cette chaîne de télévision. Voilà, à tout le monde. Voilà, donc bon vent. Merci beaucoup pour ces compliments. À ma droite, je retrouve Brian Pongou. D'ailleurs, il n'est plus à présenter, mais quand même, on le fait quand même. Bonsoir Brian, comment vas-tu? Bonsoir JC, bonsoir à Papi Katassi, heureux de le retrouver sur ces plateaux et bonsoir à tous les téléspectateurs de Terre Jaune Télévision. Après un long week-end, on se retrouve aujourd'hui. Bonne santé. Voilà, je le disais tout à l'heure qu'il y aura 3 thèmes qu'on va discuter autour de au cours de cette émission. Donc, on va commencer par l'UFAC U17, UNIFAC U17, pardon, avec l'organisation de la RDC 2026. La question est des restes, savoir est-ce une voie vers une finale d'une fête africaine? Et la deuxième thématique, c'est la Coupe du Monde 2026. Quelle politique pour la qualification de la RDC? Et enfin, parlons de sport du combat, les athlètes de la RDC sans avenir. Commençons par UNIFAC. Papi Basakissa. Pourquoi le papi qui me veut toujours comme ça? Papi Katassi. C'est mémoire. Ok. Nous commençons par une fac. Je le disais tout à l'heure. Est-ce une voie vers une finale d'une fête africaine pour la RDC? Bon, c'est déjà une fête africaine pour la RDC d'avoir eu l'opportunité, grâce bien sûr à la Confédération africaine de football et à cette association zonale, la Union des fédérations de football d'Afrique centrale, d'habiter cette compétition parce que bon, ça posait des petits problèmes, des petits soucis suite à la fermeture bien sûr du stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais finalement, il y a eu un plan B du côté du CONOR, comité de normalisation de la FECOFA, dirigé par Mme Belinda Lutandi Lanzouzi Kisolokele, bien sûr en collaboration avec le gouvernement de la République au travers le ministère des Sports, le ministre des Sports Didier Boudi Moutoumbanga. Effectivement, le plan B, c'était d'opérer une sorte de lifting au niveau du stade Tata Raphaël, ce qui a été fait. Ce stade est en train de revêtir de sa plus belle robe datant. Voilà, donc cette bâtisse accueille en tout cas les 5 nations, parce qu'au départ, c'était 6 nations. Bien sûr, la Guinée équatoriale a été écartée suite aux examens IREM. Finalement, la RDC a bénéficié de ces 3 premiers points. Okay. Et après, la RDC était sur les rectangles verts face à la formation, bien sûr, des ex-Azingo national du Gabon. On connaît les résultats 3-1 avec un jeune qui s'est illustré. Il s'agit de Del Piero Ntali, je crois qu'il sera en tout cas les bonhommes du côté de la RDC, les facteurs X du côté de la RDC pour les prochains matchs, que ce soit face au Fauve de Bazoubangi ou au Lionceau du Cameroun. Voilà donc une très belle formation de la RDC qui est sur liste avec de jeunes. Et c'est comme ça qu'avec ces tournois, ça va permettre à la RDC, si on termine premier, deuxième de ces groupes, de composer notre billet pour les banquets continentaux chez les messieurs de moins de 17 ans du côté des Benghazi, sauf changement des dernières minutes. Donc, organisation en tout cas, jusque-là, ça tient du côté de la RDC, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan technique, le niveau est relevé. On sent que la relève est assurée en tout cas du côté d'Afrique centrale, que ce soit du côté de la RDC, pourvu que qu'on y mette en tout cas du sérieux et surtout du suivi par rapport à ces jeunes-là. Est-ce que du côté média, est-ce qu'on peut parler que l'UNIFAC a échoué? C'est pas trop médiatisé. Bon, c'est une... Contrairement à celui de Brazzaville. Non, estimé qu'on fait J50, c'est pas du genre Coupe d'Afrique des Nations où on a eu l'occasion d'assister. Voilà, ce sont des compétitions, moi je crois que mineures, mais c'est une compétition quand même qui projette, qui présente l'image de ce que doit être le football africain à l'avenir. Donc voilà, c'est une compétition mineure qui ne demande pas assez d'investissement sur le plan communicationnel, mais quand même du côté de l'UNIFAC, on s'est organisé pour mettre ça en ligne dans les différentes plateformes de téléchargement, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc tous ces matchs sont suivis en streaming, en live. Voilà, ce qui permet quand même aux gens qui sont du côté des Gabon, Kuala Lumpur, que ce soit du côté de Yaoundé, du côté
il y a bien sûr des Diapomas pour suivre en tout cas ces jeunes-là qui se déploient ici sur la pelouse du stade Tata Raphaël de la Quetzula. Voilà, Brian, est-ce qu'on voit le show de la même façon que Papi Katassi? Parce que moi, je venais de parler, est-ce une voie vers une phase finale d'une compétition supérieure pour la RDC juste après cette organisation de l'UNFAC U17? Exactement, le fait d'organiser plusieurs compétitions mineures, ça permet à ce que la RDC puisse engranger de points. On ne va pas oublier que depuis pratiquement 3 à 4 ans, la RDC ne cesse d'abriter de compétitions mineures pour pouvoir un peu s'offrir le Graal au bon moment avec l'idée de la Coupe d'Afrique des Nations 2028 qui pourrait, selon le souhait du chef de l'État, s'organiser ici en RDC. Donc, c'est l'accumulation de ce genre de compétition permet à ce que la RDC puisse vraiment se préparer et puis se mettre déjà dans le diapason des pays organisateurs d'une messe, pourquoi pas la CAN U20, CAN U23, pourquoi pas, et avant de penser à la CAN des seniors. Mais avant cette compétition U20, U17, il y a eu beaucoup de bruit. C'est une compétition qui a loupé, devait être à louper l'annulation parce que c'est pas déjà un problème de Stade de Martyrs qui a été suspendu. Enfin, c'est vers la dernière minute que le ministre des Sports a sauvé quand même cette compétition pour réhabiliter le Stade de Raphaël. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour pouvoir organiser la CAN 2028? Je ne dirais pas sauver la compétition, mais c'est sauver l'honneur du pays et surtout que nous sommes d'abord dans la capitale. En tout cas, il fallait une décision courageuse pour taper un peu la main du poing sur la table, essayer d'arranger les choses allant dans le sens de sauver l'image du pays parce que ça ne serait pas bien du tout de pouvoir subir une délocalisation pour une compétition des U17. Vous imaginez ce que ça ferait au niveau de la zone, ça ne serait pas une image favorable pour la RDC. Et le courage qu'a eu le ministre de pouvoir essayer un peu de faire pousser les choses vers l'avant pour arranger le stade Tata Raphaël est louable. Je pense que ça ne devra pas seulement se limiter pour le stade Tata Raphaël, mais que nous ayons quand même aussi des stades qui soient à même d'abriter des compétitions vraiment internationales selon les normes de la FIFA. Ça va encore augmenter l'honneur de la RDC sur le plan continental. Moi, je crois que c'est, comme l'a dit l'estimé confrère Brian, donc ça relance aussi la problématique des infrastructures sportives ici en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps que les gouvernements puissent repenser, comme on dit, puissent avoir une philosophie en termes de la construction des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, la formation est liée aussi aux infrastructures. Mais ici, en RDC, apparemment, nous sommes vraiment en retard par rapport aux nations comme le Cameroun, qui a abrité, je crois, la Coupe d'Afrique des Nations récemment 2021. Chez les seniors. Voilà, donc les Gabon aussi à un certain moment, bon, là aussi ça traîne, les Congo-Brazza. Donc ça, vraiment au niveau de l'Afrique centrale, c'est une zone pratiquement qui est négligée, oubliée. Voilà, donc il n'y a pas assez des infrastructures, mais bon, on essaie quand même de faire ce qu'on peut. Donc il faudra que du côté de la RDC, que nous puissions en tout cas cette fois-ci avoir une autre politique. Politique, c'est-à-dire construire les infrastructures. On en a. Donc il suffit seulement mais il y a eu beaucoup d'expoliation, il y a des terrains qui ont été vendus. Alors pourquoi parler des infrastructures, moi qui en avais déjà? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc là où il y a les infrastructures, moi je crois qu'il faut faire des liftings, il faut réhabiliter. Donc là je pense au stade Lumumba de Kisangani. Donc bon, on nous avait parlé tantôt que Fivaro va tenter de réhabiliter ces stades-là. Si ça s'est fait, c'est bon. Donc c'est un projet aussi qui est intéressant. Ici à Kinshasa, moi je crois qu'au-delà des 100 pieds éternels problèmes du stade Tata de Mathilde la Pentecôte, qui la plupart des ministres se sont passés, ils n'ont pas trouvé des solutions définitives. Bon, moi je propose qu'on puisse quand même construire notre stade, quand même un petit stade de 40 000 places, mais quand même ultra moderne, parce qu'on en a vu même au niveau du Maroc. Il y a des stades de 19 000 places à Al-Médina. Donc, mais c'est quand même conçu
selon les respects des normes internationales. Et c'est possible, mais il suffit seulement que les gouvernements puissent avoir la volonté, et surtout aussi au public de pouvoir protéger ces infrastructures, parce qu'apparemment on a l'impression qu'il y a beaucoup de... Nous décrions tout le temps ces problèmes des infrastructures. Et il y a des stades municipaux qui ont été construits avec l'argent du trésor public. Et aujourd'hui, ces stades, ils servent à quoi, ce terrain? Ils servent à quoi? Parce qu'il y a même des difficultés au niveau des championnats. Non, ça sert au kermesse et autres. Non, ça c'est vraiment un autre débat. Je crois que les stades municipaux sont là, mais quand vous allez là-bas, en fait, l'État n'a pas encore récupéré ces stades-là, parce que l'État doit aux entrepreneurs, parce que la plupart de ces entrepreneurs privés qui ont construit ça, l'État n'a pas encore terminé l'argent comme on peut le constater. Donc il revient à l'État donc de pouvoir faire cette opération et de terminer avec ces entrepreneurs-là, parce que jusque-là, ces stades bien que construits avec l'argent de l'État congolais ne bénéficient pas encore, que ce soit à Matete, que ce soit à Barumbu et tout ça. Donc donc c'est encore la gestion privée. Aujourd'hui, nous parlons du U17. Déjà, il faudra penser à la base. Et si déjà les infrastructures posent problème, cette base ne sera pas bien encadrée, Brian. Exactement. La problématique liée aux infrastructures, c'est vraiment très sérieux. Et en RDC, on doit beaucoup plus penser à ça, parce que de plus en plus, au fur et à mesure que les années passent, on sent comme si on est en train de reculer par rapport à cet aspect-là lié aux infrastructures. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à la superficie de la RDC, on ne peut pas quand même se contenter que de quelques stades. Je peux en citer, si c'est beaucoup, 4. Oui. Donc, à notre niveau, les niveaux, soit l'étendue de la RDC, on devrait avoir au moins dans chaque province quand même un stade qui soit moderne, parce que les Léopards, c'est comme si on les a privatisés pour Kinshasa, alors que les Léopards, alors que les Léopards, c'est une équipe nationale. Ils pouvaient aussi jouer, pourquoi pas à Kisangani, pourquoi pas à Goma, pourquoi pas à Kindu, pourquoi pas. Donc, de partout, il suffisait d'avoir un stade moderne, et la FIFA, je ne pense pas que la FIFA peut nous refuser un endroit que nous-mêmes nous choisirons. Et donc cet aspect-là, on doit beaucoup réfléchir sur ça. C'est une question très sérieuse, mais apparemment négligée en RDC, parce que si on a des infrastructures quand même assez dans les normes internationales, je pense que ça va beaucoup faciliter les choses, et on n'aura pas même de problème avec le championnat, parce que ici on voit à Kinshasa, ici déjà avec la fermeture du stade des Martyrs, et avec cette fermeture momentanée du stade Tata Raphaël, on a vu comment est-ce que la Ligue 1 a peiné sur le plan de la capitale. Donc si seulement en réfléchissant encore beaucoup plus à pouvoir avoir des infrastructures modernes un peu de partout, je pense que ça ne va plus poser vraiment de maux de tête à plusieurs Congolais. Voilà, peut-être une dernière question pour vous deux concernant les chances de la RDC face à cette compétition. Comment, déjà, du départ, déjà, la RDC a arraché 3 points sur tapis vert, et la RDC a gagné l'équipe... La République centrafricaine. Les Gabons, et puis aujourd'hui, voilà. Quelles sont les chances que vous accordez à ces petits léopards? Bon, moi je crois que pour nos petits léopards de U17, la chance c'est d'abord de jouer devant leur propre public. C'est une chance énorme, et de jouer dans ses propres installations, c'est déjà un avantage en tout cas très très important. Mais pour le reste, moi je crois qu'il faudra améliorer la qualité de cette équipe, même si ce qu'on a proposé contre les Gabon était intéressant. On a vu quand même que c'était une défense qui était solide, hein. Au niveau de l'entrejeu, il y avait beaucoup de variétés, c'était intéressant. J'ai cité Del Piero Ntali, en attaque aussi, voilà. Il y a eu beaucoup de mouvements. Moi, je crois qu'un travail doit être fait du côté du staff technique, hein. Ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Je crois que c'est un travail qui doit se faire dans la durée. Mais ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir identifier ces joueurs, hein, présélectionner, sélectionner, et aussi avoir une philosophie par rapport à ce que doit être cette équipe. Parce que bon... et qu'est-ce qu'il faudra faire au cas où les Léopards doivent se qualifier pour la CAN de la catégorie? Bon, je crois que c'est simple. Du côté, tout dépendant, en tout cas du côté de la tutelle technique, la tutelle donc politique. Tutelle technique, c'est avoir d'abord un programme d'entraînement de ces jeunes-là, parce que bon, ça sera aussi difficile, parce qu'ils ont aussi des clubs là où ils évoluent respectivement, mais c'est de pouvoir voir en termes de calendrier FIFA
CAF, s'il faut organiser quelques matchs de réglage, des matchs amicaux, et ça pourra permettre à ce qu'on puisse coxer en tout cas l'effectif de cette formation. Donc une politique quand même de suivi, une politique d'encadrement du côté du comité, du côté de la FECOFA. Bon, du côté politique, bien sûr, c'est l'environnement, parce que les politiques, lui, créent l'environnement de l'équipe nationale. À l'instar de ce qui se passe au niveau des seniors, où on sent qu'il y a l'intendance qui est en train de suivre, on sent qu'il y a une sérieuse organisation au niveau de l'OPAR de ça. Moi, j'aimerais que du côté aussi de la tutelle politique, le ministre Didier Boudi-Moutouanga, au cas où cette équipe s'est qualifiée, et de voir comment créer un environnement sain. Cela veut les mettre dans de très bonnes conditions, permettre à ce que le calendrier ou le programme calendrier qui sera concocté par les staffs techniques puisse être mis en tout cas en application. Quand j'ai dit mise en application, donc il faudra des moyens, que le gouvernement puisse débourser des moyens, moyens surtout à temps, pour permettre à ces jeunes de se déployer, de se préparer avant les grands rendez-vous de Benghazi. Même question, quelles sont les chances de la RDC pour cette étape des éliminatoires de la CAN 2017? D'abord, pour cette question, j'aimerais qu'on parle de manière concrète. Okay. Parce que au-delà de tout ce que mon aîné vient de dire sur les Léopards U17, mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la plus grande chance que ces enfants ont, c'est l'apprentissage. À ces niveaux, avec les U17, d'abord, ils sont en train d'apprendre. Okay. Quels que soient les résultats qu'ils peuvent suivre ou soit qu'ils peuvent récolter sur leur chemin, c'est d'abord l'apprentissage. L'autre chance, c'est par rapport à l'environnement. On est en train de créer un environnement pour de futurs léopards seniors. Dans ce groupe-là, on pourra retrouver d'autres Chancel Mbemba, d'autres Gaël Kakuta, seulement avec ces joueurs-là que nous sommes en train de voir. Et l'autre chance, je dirais, c'est la cohésion, parce que avec leur format, les U17, déjà ils sont en train d'apprendre à se connaître, ils sont en train d'apprendre à jouer ensemble. Et du coup, avec des joueurs qui jouent déjà à travers les équipes d'âge ensemble, dès lorsqu'ils atteignent d'autres catégories, et ce sont des joueurs qui deviennent assez matures. Donc on ne va plus chercher des automatismes, mais on va chercher plutôt à combler ce qui manque. Okay. Du coup, avec cette structuration-là, ça va nous faciliter d'avoir une équipe plutôt aguerrie que d'avoir une équipe qu'on va encore chercher à construire. Parce qu'en ce moment, on est en train de construire des jeunes. On est en train de construire une équipe future. Et demain, cette équipe qu'on voit aujourd'hui, ça sera une équipe déjà bâtie et on pourra peut-être ajouter quelques 2-3 pièces qui vont peut-être manquer. Mais là, vous parlez, pour former une équipe forte. Vous parlez de l'apprentissage, Brian, mais vous savez déjà, en jouant les éliminatoires de la zone UNIFAC, mais qui vont nous amener à la CAN. Il faudra toujours parler de d'apprentissage. Exactement. Moi, cet âge, je ne trouve pas en quoi est-ce qu'on pourra mettre ces enfants la pression. Je ne trouve pas. Même pour l'équipe qui a subi le forfait, j'ai oublié les noms, la Guinée équatoriale. Je me demande pour cette catégorie, pourquoi chercher à tricher? Pourquoi? Parce que ce sont des enfants, il faut apprendre le côté intègre. Il faut les apprendre cette partie-là. L'intégrité dans le sport. L'intégrité. Ils doivent être intègres d'abord. Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de sur le plan sportif et consort. Ils doivent être intègres. Et déjà, lorsque vous amenez les enfants avec l'idée de la triche, déjà lorsque ceux qui sont en règle trouvent que dans un même groupe, on retrouve ceux qui sont plus âgés, je pense que c'est déjà un problème. Et ce n'est pas une bonne chose qu'on est en train d'envoyer à ces jeunes joueurs-là. Donc, à ce niveau, moi, je pense qu'il n'y a pas de pression à mettre aux joueurs. Quels que soient les résultats, il faut les encourager. Et surtout, on ne voit pas qu'aujourd'hui, nous, on est en train de voir demain qu'est-ce que ça va produire. Actuellement, on n'a pas de pression à leur mettre. Mais voilà. Justement, c'est peut-être pour un complément à ce qu'a dit mon estimé confrère Brian. Au-delà de la triche qui est aujourd'hui combattue au niveau de l'UNIFAC, là il faut quand même saluer la très bonne organisation, surtout du côté du docteur Mbungu. Voilà, parce que bon, souvent dans les années antérieures, on a eu toujours à tricher. Ouais. Mais cette fois-ci, l'équipe de la RDC est composée réellement des joueurs qui ont moins de 17 ans. Voilà, on a même chamboulé parce que bon, on est passé par les résultats IREM. Il fallait jeter un coup d'œil sur ces résultats, donc on a écarté un certain nombre de jeunes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette
cette catégorie-là qui est représentée chez les moins de 17 ans. Mais aussi, il faut insister sur notre politique en termes de soutien aux nombreux donc, aux centres de formation qui pullulent à travers la ville de Kinshasa et la RDC. Il y en a beaucoup, les centres de formation, les centres de formation de jeunes, mais bon, ils évoluent dans quelles conditions? Voilà, sans soutien de l'État, sans encadrement. Voilà, ce sont des efforts personnels. Je vois monsieur, donc, le président de Bellor, ce qu'il fait avec ses Fort Bell, parce que si aujourd'hui on a des Favegdi Bongeli, on a autant de joueurs, c'est grâce à ces messieurs. Donc ils sont beaucoup, mais bon, ils sont, des fois, ils ne bénéficient pas des subventions de l'État. Moi, je crois qu'il faudra que l'État, avec la FECOFA, puisse jeter un coup d'œil pour formaliser un peu les centres de formation en RDC. Ça va nous aider parce que ce sont des diamants bruts qui vont aider le football de la RDC dans les années futures. Merci beaucoup, Papi, pour votre intervention. Merci beaucoup, Brian, pour votre intervention également. Nous allons passer à la deuxième thématique, qui est la Coupe du Monde 2026. Jamaïque, Nouvelle-Calédonie. L'un de deux sera l'adversaire de la RDC. Mais aujourd'hui, quelle politique pour la qualification de la République du Congo vous faites pour la qualification de la République du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde? Parce qu'il nous reste encore un match pour pouvoir frayer le chemin de la phase finale. Je pense qu'on doit rester sur la même lancée, essayer un peu d'oublier le parcours un peu sombre de la CAN, parce que si on voit comment est-ce que les Léopards ont eu à décrocher leur ticket qualificatif pour le mondial, plutôt pour le dernier tour de barrage, je pense qu'il y avait de la manière. Et s'il faudrait continuer avec une politique, il faut avoir cette politique-là de la gagne. Il ne faut pas rester sous les lauriers. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, parce que ce sont des adversaires pratiquement méconnus de la RDC, et on n'est pas habitué à jouer face à ces équipes-là, mais avec un peu plus de sérieux et de concentration, je pense que ce sont des adversaires prenables et ça sera à la portée de la RDC. La politique, il faudra rester concentré et surtout sur l'objectif qui est la qualification vers le mondial. Il faut aller les choses dans le même sens? Bon, dans le même sens, abordé par Brian Pungu, je crois que vous avez insisté sur la politique, mais moi je vois la politique plus en termes de responsabilité. Parce que là, on est en face de deux entités. Il y a la tutelle politique qui est le ministère des Sports, qui représente le gouvernement de la RDC. C'est lui qui finance pratiquement 100% à cette équipe nationale. Parce que bon, pour l'instant, on n'a pas encore une économie des sports en RD Congo. Vous avez des privés, des sociétés privées qui peuvent vous aider. Il y en a même, mais bon, ça traîne un peu. Et puis de l'autre côté, il y a la tutelle technique. Là, je vois la fédération via la direction technique nationale. Donc, il faudra garder cette dynamique, comme l'a dit Brian Pungu, la dynamique bien avant notre participation au niveau de la CAN. Parce que bon, on était passé par les Aigles du Nigeria, on a passé les Lions indomptables du Cameroun. Voilà, juste après, la dynamique a été cassée par cette élimination précoce face à l'équipe nationale d'Algérie. Je crois qu'on doit pas oublier, mais je crois qu'on doit tirer les leçons par rapport à ce qui n'a pas marché, que ce soit sur les plans organisationnels, sur les plans de l'intendance et sur les plans techniques, tirer énormément de leçons du côté du staff technique. Maintenant, donc, cette compétition qui pointe à l'horizon, les barrages intercontinentaux. Voilà, donc, on sait déjà qu'il y a un match de fixation qui sera organisé face à la formation des Bermudes. Bon, Bermudes, c'est pratiquement la même couleur des football avec Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Je crois que le match va se jouer le 21 mars, même si le stade n'est pas encore connu, mais souvent ça sera du côté de Guadalajara. Et je crois que c'est dans ce sens-là. Il faut aussi inciter nos joueurs qui sont éparpillés à travers la planète de jouer maximum plutôt des minutes dans leur club respectif. Bon, malheureusement, pour les uns, ça ne passe pas bien. À l'image de notre capitaine Chassène Bemba, qui, lors de la dernière journée ici en France, je crois du côté du stade Raymond Kopa Angers, n'a pas été titularisé par les coachs de Lille. Voilà, ça s'inquiète un peu du côté de Chassène Bemba. Mais pour les autres, on le voit en train de se déployer, que ce soit notre ami Sadi qui du côté de Sunderland, il est titulaire à part entière. Voilà, donc que ce soit Bakambu qui revient, lui qui était vraiment un pied dedans, un pied dehors avec la formation des Real Betis, mais il est revenu, mais il marque quand même. Voilà, donc tout dépend, et surtout aussi aller piocher ailleurs
parce qu'on a constaté que lors de la CAN Maroc, il y a eu beaucoup d'insuffisances. Donc, c'est-à-dire dans cette politique, Brian, dans cette politique, on peut aussi revoir un peu sur le stature de Léopard, parce que déjà, il vient d'évoquer le cas de Chancel Mbemba, qui est presque pas, qu'on n'utilise pas tellement du côté de Lille. Est-ce qu'il pourrait être un problème aujourd'hui pour la sélection? Un problème, pas comme tel. Je ne pense pas que Chancel Mbemba peut être un dans la problème. politique, en fait. Dans la politique de Sébastien Desabre, il n'y a personne qui est garanti de sa place, mais il y a quand même de ces joueurs qui jouent un grand rôle au niveau des vestiaires. Donc, ce sont des cadres qu'on ne peut pas bouger n'importe comment. Et si même vous voyez, Sébastien Desabre insiste toujours sur un aspect il ne peut pas tout chambouler. Donc c'est pour lui une idée aussi d'essayer de garder une ligne déjà fixée pour l'équipe nationale. Donc je ne pense pas que le manque de temps de jeu peut impacter négativement tout le groupe, peut-être lui-même en termes de performance individuelle, mais il ne faut pas aussi oublier que Chancel Mbemba a eu à passer quand même toute une saison sans exactement, jouer, mais il faudra savoir, il est en dépendant de l'âge. Hein. En équipe il nationale, n'est plus la même, c'est plus la même personne. Certes, mais en équipe nationale, il a quand même cette maturité-là pour essayer d'aller dans le bon sens. Seulement, avec ces manques de temps de jeu, espérons que ça ne va pas avoir des conséquences à l'avenir, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui avec le manque de temps de jeu n'a peut-être pas de répercussions à l'instant même. Peut-être que ça pourra avoir des répercussions après 6 mois, après 8 mois, après une année, après une saison. Donc espérons que ça ne va pas impacter ses performances dans les jours à venir. Donc pour l'instant, je ne pense pas que ça dérangerait l'équipe nationale. Nous serons devant une équipe, une de deux équipes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas leur jeu, et qui ont déjà l'habitude de prendre part à des phases finales de la Coupe du Monde, et nous, on va les affronter. Et vous dites que sur papier, la RDC paraît un petit peu favorite. Non, je n'ai pas dit ça. C'est du 50-50, je pense. Parce que je pense que au regard du parcours de la RDC, on peut quand même nous accorder un bénéfice de doute dans ce sens-là. Peut-être du 50-50, ça peut aller, mais pas être favori comme tel. Une équipe comme Jamaïque ou bien Nouvelle-Calédonie qu'on ne connaît pas, et qu'on va rencontrer pendant les les intercontinentaux. Et vous pensez que la tâche sera facile? Et quelle sera la politique pour pouvoir arracher la qualification pour la Coupe du Monde? Bon, moi je crois que pour les RDC, jouer les Reggae Boys, hein, l'équipe nationale de Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, c'est un saut dans l'inconnu, comme on dit, parce que bon, attends, quand il faut remonter l'histoire, je crois que la dernière fois que les RDC a joué un match amical, un match officiel contre une équipe d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, c'était contre les Mexiques, je crois à l'époque de Dieu Maxime Bocani, je crois en 2006. Et voilà, donc ça fait longtemps qu'on a joué l'Amérique latine comme football, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, les hasards du calendrier de la FIFA fait que nous sommes à 90 minutes de la finale. On doit passer par là, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. La Jamaïque, bon, c'est une équipe qui n'est pas aussi néophyte sur les plans footballistiques mondial. Cette équipe a joué la Coupe du Monde, rappelez-vous, en 98 en France. Bien voilà, donc peut-être c'est la Nouvelle-Calédonie qui est aussi mal classée de ces 4 nations, 5 nations qui jouent en tout cas ces barrages intercontinentaux. Donc c'est un saut dans l'inconnu, mais je crois que bon, aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, on a des palettes, on a des vidéos. Je crois que c'est du côté du staff, que ce soit Sébastien Desabre ou Raphaël Amidi qui est son coach adjoint, qui est plutôt les coachs adjoints de Léopard, ils sont en train de visionner pratiquement l'équipe de la Jamaïque. Voilà, et voilà, c'est une équipe qui est aussi joueuse, mais moi je crois qu'on a du répondant, on a nos joueurs qui sont en forme. On a cité Noah Sadiki. Bon, il y a aussi Arthur Maswaku qui a repris des joueurs avec la formation des Lances. Voilà, donc même si notre ami en Belgique qui il a repris voilà, avec la formation des Genk. J'ai cité Bakambu. Il y a Yohan Wissa qui revient parce qu'il nous a manqué énormément. Donc lui qui était blessé, voilà, il revient. Je crois qu'il va jouer la prochaine. Voilà. Est-ce qu'on peut faire aussi appel à Kabouit qui est tout fait tout bon, tout dépend de la philosophie du coach. Je crois que du côté des Kabouit, l'ancien de TP Mazembe, il est en feu du côté de Lucerne en Suisse.
Je crois que bon, si on peut les faire appeler, bon, ça dépend. Hein, ça relève du pouvoir discrétionnaire du coach Louis-Serge Desabre, c'est lui qui est à la tête du staff technique. Hein, ouais, c'est quand même un potentiel candidat pour l'équipe nationale. Je voulais d'ailleurs ajouter une chose. Moi, je dirais merci beaucoup à la CAN, merci à l'échec de la CAN. Pourquoi je dirais merci à l'échec de la CAN? Parce que ça permettrait, selon moi, ça permettrait à la RDC de pouvoir se mettre encore au travail. Parce que si on était dans l'euphorie que de succès, je pense que ça nous aurait mis peut-être dans une position où on serait en train de sous-estimer l'adversaire. Mais je pense qu'avec ces shoot-downs-là, si je peux l'appeler de cette manière-là, je pense qu'avec cette contre-performance-là, ça va réveiller la mémoire. Et aussi, avec le match amical qui est prévu, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ça va nous permettre, pas seulement de nous mettre du temps de jeu dans les jambes, mais aussi pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que le football de ces côtés-là, ça évolue, et on va devoir faire le mélange entre ce qu'on va voir là-bas et puis ce qu'on va voir des vidéos de nos adversaires pour pouvoir sortir le meilleur jeu de Puisque là, nous sommes à 90 minutes de la qualification. Une fois qualifié, quelle serait la politique que la RDC mettre en place? Est-ce que là, maintenant, il faudra multiplier les matchs amicaux avec des équipes qui ont l'habitude de jouer la phase finale de la Coupe du Monde? Est-ce que ce sont des questions? Alors, mais je crois que ça, c'est la grande question. Bon, sûrement, on va parce que là, on va rencontrer des équipes comme le Portugal. Sûrement, donc en tant que patriote, au-delà des analyses qu'on est en train de faire sur les patriotes, on soutient en tout cas la victoire de la RDC à l'Estadio Akron de Guadalajara face soit à la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque. Donc la RDC a tout notre soutien à 100%. Voilà, maintenant c'est la pré-qualification. La pré-qualification, moi je crois que ça sera aussi difficile parce que le temps qui nous restera, on aura seulement 2 mois pour entamer notre première entame au niveau de cette Coupe du Monde, parce qu'on va jouer, je crois, du côté de Houston. On va d'abord commencer par le Portugal de Cristiano Ronaldo, João Neves et autres. Voilà. Donc joueurs portugais qui sont connus à travers le monde. Et après, on va tenter de jouer la Colombie et pour terminer avec l'Ouzbékistan. Voilà, moi je crois que comme on n'aura pas assez de temps, il faudra peut-être garder les mêmes noyaux, renforcer les compartiments qui sont un peu à problème, que ce soit les latérales, que ce soit au niveau de l'entrejeu, parce que bon, il faut qu'il y ait beaucoup de variétés. C'est ce qui nous manque. On a du mal à faire des transitions rapides au niveau de la RDC, et surtout à se créer des occasions au niveau de l'attaque, avoir aussi des véritables renards de surface. Je crois que bon, Bakambu, ça sera sa dernière avec la RDC si on passait au niveau des mondiales, mais il faudra jeter un coup d'œil sur les jeunes qui montent. Stéphie et Mavididi, on les cite du côté de Leicester. Il y a Tony Boussaba du côté de Fenerbahçe, et pourquoi pas il y a aussi un petit qui s'appelle Bakwa, je crois qu'il évolue du côté de Nottingham Forest. Je crois qu'il faudra aussi jeter un coup d'œil là-dessus, mais en tout cas il n'y aura pas de chambardement parce qu'on aura 2 mois avant d'aller rencontrer Ronaldo et ses amis. Donc là, il faudra seulement un maximum de concentration, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux pour bien prester, pour éviter l'hécatombe de ce qui a été 52 ans avant du côté, bien sûr, d'Allemagne. En tout cas, moi je pense que après la qualification, ce que la RDC aura à faire, c'est peut-être d'essayer de se fixer un objectif qui soit simple, pas compliqué à réaliser. Selon moi, il faudrait peut-être réaliser un match nul, une défaite et puis une victoire, à la limite, pour ne pas se compliquer la tâche. Parce que s'il faudra penser déjà battre le Portugal, c'est quelque chose d'impossible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est un match de football, mais c'est sur papier, le Portugal part largement favori, mais ça peut aussi arriver puisque tous sont des hommes. Et moi, je pense qu'il faudra se fixer un objectif clair, essayer d'oser quelque chose, de tenter de faire l'impossible, et pourquoi pas faire vraiment mais pour certaines personnes, ils pensent qu'il faudra changer le staff technique, il faudra changer M. Sébastien, il faudra revoir Ibenge, il faudra voir Hervé, est-ce que... Non. Peut-être, vu l'envergure de la compétition, je ne sais pas, est-ce que vous partagez le même avis avec ces gens? Non, je sais quand chacun a son point de vue, mais bon, je crois qu'il faut classer ses points de vue par rapport aux réalités qu'on est en train de voir. On les dit, hein, on va jouer les 31 max, et notre tout premier match, ça sera le 11 juin. Faites les calculs. Je crois que si on changeait même les staffs techniques
Voilà, quand on change les staffs techniques, c'est changer toute une philosophie. Moi, je crois que depuis août 2022 qu'il est à la tête de l'équipe nationale de la RDC, Desabre quand même nous a plongé dans une très bonne dynamique. Hein. Il y a eu des revers contre le Sénégal, il y a eu les revers contre les Fennecs algériens. Mais je crois que dans l'ensemble, on sent quand même qu'il y a une équipe qui a la cohérence, une équipe qui vit bien, il y a plus d'ego au niveau de l'équipe nationale et que Desabre est en train de gérer son mais on effectif. Mais on trouve voilà, que, donc, mais on le trouve que s'il faut changer, ça serait un peu vite et puis, non, on les juge dans quel point où devant des grandes équipes, des grandes nations, c'est pendant les changements que Sébastien arrive il pêche souvent en fait, quand il s'agit de remplacer. Est-ce que c'est une mauvaise lecture sur le jeu parce que là il s'agit de grandes compétitions? Non, c'est pas du tout une mauvaise lecture. Moi je pense que ça peut être un mauvais choix, mais pas une mauvaise lecture. Le choix, vous pouvez vous tromper avec le choix, mais la lecture d'un entraîneur de ces niveaux-là, il ne faut pas le remettre en cause. On peut avoir des divergences concernant les avis, mais on ne doit pas oublier le travail qu'a fait Sébastien Desabre durant toute cette période depuis son arrivée. Et bien sûr, il a bénéficié de joueurs de qualité, de joueurs qui sont performants, mais il ne faudrait pas oublier son leadership quand même au sein de cette sélection. On peut tout l'accuser, mais ce monsieur a quand même su à donner à la RDC ce qu'on manquait depuis tout ce temps. Aujourd'hui, on parle d'une probable qualification vers la Coupe du Monde à 90 minutes. C'est aussi grâce à son management et il ne faudrait pas remettre tout à zéro. C'est un monsieur, moi je pense qu'il ne faudrait pas les juger avant la Coupe du Monde, qu'on les laisse faire, qu'on les laisse conduire même l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde si on est qualifié. Et moi je pense qu'après, vu qu'il avait un contrat d'objectif, c'est alors qu'on pourra analyser ce qu'il y a eu comme résultat. Et il ne faudrait pas précipiter les choses parce qu'à 2 mois, changer un entraîneur, 2-3 mois avant une compétition majeure comme la Coupe du Monde, je pense qu'on se jette à l'eau où on ne saura pas peut-être maîtriser. Donc il ne faudrait pas se laisser emporter avec tout ce qui s'est dit parce qu'il y a eu l'échec à la CAN, mais il ne faudrait pas oublier tout ce qu'il a eu à faire. La République démocratique du Congo est le seul pays à avoir mis mal à l'aise le Sénégal champion. Mais c'est là où on se pose je crois qu'on doit cerner là où se trouve le problème. Exactement. C'est là où se pose un problème. Parce que le même Sénégal là est celui qui a battu le Brésil, et celui qui a battu l'Angleterre, et celui qui bat les grandes nations de football. Et nous allons rencontrer le Portugal. On va rencontrer le Portugal. Et il suffit. Ça demande un niveau de lecture. On va rencontrer, bien sûr, le Portugal, mais on n'a pas encore rencontré. Le Sénégal rencontre déjà ces grandes nations-là et il sait comment le rendre fou sur la pelouse. Je pense que réaliser des résultats tels que faire un match nul à Dakar, faire une contre-performance à la limite ici à Kinshasa et faire un match nul au niveau de la CAN, je pense que c'est quand même des résultats encourageants. Au regard où, si vous voyez, durant tous les derniers matchs du Sénégal, c'est la RDC seule qui est parvenue à marquer contre le Sénégal. Donc, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. C'est vrai, la défaite peut arriver, mais il ne faudrait pas oublier que tout ce qu'on a vu, surtout contre le Sénégal au niveau de la CAN, c'était... En tout cas, c'est la RDC qui a eu à laisser le Sénégal s'en aller. Parce qu'on a vu que la RDC avait l'opportunité de pouvoir remporter le match. La responsabilité incombe la responsabilité incombe au sélectionneur en tant que sélectionneur. Mais le premier acteur, ce sont des joueurs sur la pelouse. Ce n'est pas Sébastien Desabre qui a manqué les occasions sur la pelouse. Mais quand les consignes ne sont pas respectées, on doit devoir protéger Sébastien Desabre pour l'instant et son groupe. Vu la rencontre qu'on a au mois de mars, je pense qu'on doit les préserver de tout ce qui est critique et autres, qu'on puisse voir d'abord ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel actuellement, c'est cette qualification qu'on recherche depuis plus de 50 ans. Et lorsqu'on aura cette qualification-là, qu'on les laisse aller au niveau du mondial, puisqu'il a un contrat d'objectif, je le répète encore, et c'est après qu'on pourra juger tout ce qu'il y a comme bilan. Est-ce que ça exige un collège des entraîneurs? Est-ce qu'on peut faire venir Ibenge pour accompagner Desabre, Papi? Non, personnellement, je ne pense pas, parce que bon, Ibenge, il est déjà contractuel avec la formation d'Azam, même si dans les réseaux sociaux, on est en train de les voir partout. Diable Rouge, Angola. Récemment, j'ai vu même un post là, on les voit du côté d'Angola. Je crois qu'il faut laisser Ibenge. Il faut laisser Ibenge. Comme l'a dit Brian, nous sommes sur une bonne dynamique.
le coach a apporté une plus-value au niveau de l'équipe nationale. On sent que l'intendance suit, on sent que l'organisation, tout est réglé au millimètre près, comme on dit. Voilà, on prend les avions, on organise les stages, voilà, on joue les matchs amicaux. C'est ce qu'on voulait, un environnement propice au niveau de l'équipe nationale. C'est celui de Sabre qui a amené ça. Il a un contrat d'objectif, hein, donc laissez-lui l'occasion de travailler. Il faut les mettre dans des très bonnes conditions, dans un environnement. C'est ce que le gouvernement a toujours fait. C'est ce que le gouvernement a fait, voilà. Donc, vous avez évoqué le problème des choix. Je crois que c'est un match de football. Je crois que nous tous, contre les Fennecs algériens, on s'attendait au tir au but. Voilà, tout le monde s'attendait, on allait au tir au but. Bon, même si c'est but assassin de ces joueurs algériens, voilà, ça nous a tous mis par terre. Mais je crois que dans l'ensemble, la RDC a laissé une très belle impression, même après ces matchs, nous qui étions là dans les rues des Casa et autres Rabat, on parlait en tout cas de l'équipe nationale et cette équipe nationale a laissé une très très belle image. C'est à nous maintenant de voir, comme je l'ai dit, il y a des compartiments à problème. Le couloir gauche par exemple, ça pose problème. Joïs Kayembe et Arthur Maswaku, dans l'entrée-jeu aussi, on n'a pas un métronome du genre notre ami l'ancien des Celta Vigo, donc le vieux routier qui était au niveau de l'équipe nationale, mais il n'a pas assez donné malgré qu'il avait marqué contre les Botswana. Voilà, donc il faut un bon relayeur, un bon 10 comme on dit, et puis en attaque. Voilà, tout c'est un travail du coach. C'est lui qui a cette libre appréciation. Je crois qu'il est en train de sillonner l'Europe. Je crois qu'il a dans son petit carnet quelques noms. Bon, on attend peut-être, il va les dévoiler avant les matchs amicaux des 21 mars face à Bermud. Il faudrait voir aussi un aspect important parce que depuis tout ce temps, si vous observez, la RDC a fait une progression sur le plan classement FIFA. Donc, c'est la preuve à suffisance que nous sommes sur une bonne dynamique et il ne faudrait pas tout chambouler juste parce qu'il y a eu faute d'appréciation sur le choix d'un joueur ou quoi que ce soit. Donc, je pense que... C'est un aspect qu'il ne faudra pas, qu'il ne faut jamais oublier. On ne néglige pas. Parce que... On ne néglige pas, mais je pense que c'est un fait mineur. Parce que c'est sur combien de matchs où Sébastien Desabre s'est trompé des choix? Sous des matchs décisifs. Sous des matchs décisifs. Contre le Sénégal. Je vous rappelle que vous voyez contre l'Algérie. Vous voyez peut-être seulement les matchs récents. Mais je veux vous ramener par exemple à la CAN Côte d'Ivoire. Il a eu à sortir l'Égypte. On a tenu échec le Maroc qui était demi-finaliste du mondial. On a eu à faire quand même des résultats appréciables. À la dernière CAN, il ne faudrait pas seulement voir ce qui est récent, mais essayons de globaliser un peu tout ce qu'il a eu à faire depuis son arrivée. D'ailleurs, la preuve, c'est ces classements FIFA dont je venais d'évoquer tout à l'heure. Donc, il y a cette progression-là. C'est un monsieur qui a ses failles, il a ses erreurs, il a ses défauts, comme tout autre monsieur. Parce que même à l'époque de ceux qui sont passés avant lui, ou soit de ceux qui viendront après lui, chacun d'eux a toujours ses failles. Enfin, avec un comité exécutif comme tel, parce que là, même l'Econor est limité avec certaines choses. L'Econor ne peut pas tout faire parce que ce n'est qu'un comité provisoire qui a des missions et des objectifs bien assignés. Donc, je pense que la commission électorale, des recours ont la responsabilité sur ce chemin. Heureusement qu'elles sont indépendantes. Il faudrait juste mettre bien les choses en place pour que personne après ne puisse crier au scandale juste après. Quel profil le jeu? Bon, je crois que peut-être c'est ce qu'il faut ajouter, c'est les respects aussi des préalables. J.C. Kankou, vous savez, avant que les processus puissent être mis en pause par l'instance internationale du football mondial, la FIFA, il y a eu des questionnements, notamment les corps électoraux au niveau de la Ligue nationale de football féminin, parce qu'il y avait une polémique vive autour de ça. Qui doit voter? Est-ce que des gens qu'on a nommés vont voter? Est-ce qu'ils ont droit à tout ça? Moi, je crois la commission électorale et la commission des recours doivent vider d'abord ces préalables-là. Et puis, un autre préalable qui est aussi fondamental, c'est les moyens. Dites-vous bien, je crois qu'on a eu l'occasion d'interviewer Mme Belinda Luntandila. Il nous a expliqué que du côté, quand on était au niveau de la CAN, et que ça posait un problème de moyens, et qu'avec l'affaire O'Neill, les comptes étaient bloqués, il n'y avait pas assez de moyens pour organiser les élections. Et je suppose aujourd'hui que les communiqués lancés par la commission électorale, que la convocation de l'Assemblée générale lancée par, bien sûr, les CONOR,
et qu'on a les moyens. Parce que bon, si vous n'avez pas les moyens, moi je ne sais pas comment on va organiser ces élections, parce que les élections aujourd'hui du côté de la FECOFA, ce sont des délégués qui sont éparpillés au travers de la République. Il faut les faire venir ici. Donc on a encore 2 semaines pour les faire venir ici. J'ose espérer que le problème d'argent a été résolu par la FIFA. Si ces 2 préalables-là, il y en a beaucoup, ne sont pas réunis, moi je vois qu'en tout cas ce processus risque aussi de connaître une fin de non-recevoir, parce qu'on risque de se compliquer encore. Voilà, donc il faut respecter un secret et puis insister sur ce qu'a dit Brian. C'est le respect des règles. Cela veut dire qui doit voter. Voilà. Parce que voilà, c'est le corps électoral, c'est un peu de soigner tout ça et ça va donner une très belle image. Et déjà dans quelques jours, les dates sont déjà arrêtées avec tous ces préalables que vous posez comme vous. Est-ce que vous pensez que ces dates seront respectées? Non, mais là, on sait pas. Non, mais c'est ce que. Parce que déjà aujourd'hui nous sommes le 24. Bah oui, c'est ça. Demain, c'est dans pratiquement 2 semaines. Dans ce sera le 9. C'est ce que nous on a reçu tous des communications de la part de la commission électorale, la commission des recours, et que le calendrier est déjà établi. Maintenant, je me dis que ces communiqués est issu aussi des réunions précédentes entre les CONOR et voilà, les commissions électorales et les recours. Je crois que lors de ces réunions, ils ont levé l'option en termes de moyens pour donner maximum de moyens à la commission électorale pour organiser ces assises-là. Parce que je rappelle encore, nous sommes dans un pays continent. C'est pas quelqu'un, parce qu'il faudra appeler des gens qui sont à l'est, des gens qui sont à l'ouest, les gens qui sont au nord, qui sont au sud, les faire venir ici à Kinshasa, les nourrir, les mettre dans les hôtels. Bon, je crois qu'avec la situation, si on s'en tient aux paroles de Maman Belinda, je crois que ça sera à moins que la CAF puisse mettre en place une mesure exceptionnelle pour donner de l'argent que nous puissions organiser en tout cas les élections. Il y a incertitude déjà. Il y a un problème. Non, il n'y a pas d'incertitude dans quel sens quand je parle d'incertitude, c'est-à-dire quand déjà les préalables que Papy vient déposer, et puis les dates qui sont déjà arrêtées pour les élections, et si cela n'est pas respecté, ça risque de rendre encore des choses très compliquées. En fait, les préalables qu'a posé Papy, c'est par rapport à ce qui doit être fait pour nous permettre que nous puissions arriver aux élections. Mais je pense que arrivé jusqu'à la publication de calendrier, je pense que peut-être que les questions ont été vidées lors peut-être des réunions, puisque on doit se le dire que cette publication nous a surpris tous. Personne ne s'y attendait en ce net moment. Peut-être c'est une question de plus. Moi, je me dis plutôt qu'il y a un souci. Il y a un souci, pourquoi? Parce que lors d'une communication de la FIFA, si je ne m'abuse, entre la FIFA ou la CAF, dans l'une de leurs communications, il y a eu quand même un aspect qui avait été épinglé et qu'il y avait l'argent qui avait été déboursé pour les élections. Si on parle d'argent qui avait été déboursé pour les élections, donc c'est supposé que lorsqu'il y a processus électoral et que ça a été freiné, l'argent envoyé pour ce processus-là, pas forcément retiré, soit gelé, ou soit gardé rien que pour ces processus-là. Alors, c'est que Mme Belinda a dit, d'après ce que Papy Katassi vient de relever ici, s'il s'avère qu'il n'y a pas l'argent, je pense que on doit bien voir la question. Où est passé cet argent-là? Puisque dans cette communication-là, je pense que vous aussi vous avez lu cela, dans cette communication-là, la FIFA, je crois, avait confirmé qu'il y avait l'argent qui avait été déboursé pour les élections. Alors, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas l'argent, c'est passé où? Donc, c'est la question qu'il faudra se poser. On doit se poser des questions. Est-ce que voilà, les dates maintenant arrêtées ne seront pas une pression pour peut-être la FIFA, la CAF, peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui détiennent peut-être l'argent, si cet argent a été déjà déboursé. Non, mais faire pression à la FIFA, je ne pense pas, parce que c'est la FIFA qui nous demande de nous conformer. C'est par rapport à cette réaction, peut-être cet argent a été déjà déboursé pour les élections. Alors si c'est cet argent, peut-être on n'arrive pas à maîtriser où se trouve cet argent pour l'instant, et les dates déjà arrêtées pour les élections ne seront pas une pression pour le personne qui garde l'argent, ou je ne sais pas. Bon, je crois que parce qu'il y a eu mouvement du côté de la commission électorale avec la publication de ces calendriers programmes. Il y a eu aussi mouvement du côté du CONOR avec la convocation de l'Assemblée générale. Je suppose qu'on a levé l'option en termes des moyens.
comme l'a dit Brian, si les moyens étaient déjà disponibilisés par la FIFA et la CAF, moi je crois qu'il revient aux organisateurs ici, les CONOR et la commission électorale, d'engager directement le processus pour que nous puissions en terminer, que nous puissions avoir au soir du 11 avril un comité définitif et qui va nous remettre sur les bons rails dans notre football. C'est dans ce sens-là. Mais bon, moi, les élections au Congo, c'est beaucoup d'enjeux, hein, parce que bon, j'en tiens à la dernière assemblée générale de la CAF ici. Je crois que vous étiez là aussi avec la déclaration de Vincent Mosengo Oumba, le secrétaire général, qui a déclaré qu'avant d'organiser les élections, un certain nombre de problèmes, notamment la réunification de la RDC, il faut que les provinces puissent revenir. Voilà, donc on a... Il y a déjà quelque chose que... Voilà, c'est un peu compliqué, on attend voir parce que bon, ça se joue pas seulement à Kinshasa, mais ça se joue du côté du Caire et surtout du côté des Zurich. Exact. Je crois que bon, peut-être bon, on ne veut pas aussi voir les anciens revenir, ou même comment créer la nouvelle classe dirigeante sportive, c'est difficile, parce que bon, si vous ne voulez pas que les gens d'Omar puissent revenir, mais comment faire parce que bon, la plupart de ces dirigeants, que ce soit au niveau des ligues, les ententes des cercles, ce sont des Omaris, ce sont des gens qui ont vécu au Mali, voilà, sa présidente. Donc c'est un peu compliqué les enjeux, mais je crois qu'il faut bien quand même cerner. Il faut qu'il y ait, moi j'insiste, qu'il y ait un large consensus autour des règles, hein, donc qu'il n'y ait pas donc des divergences d'opinion, divergence d'interprétation, surtout des textes. C'est ça aussi le problème. Le seul point positif de tout ce qu'il y a eu comme mouvement concernant ces processus électoraux, c'est qu'on repart là où on avait stoppé. Donc c'est l'unique point positif, parce que s'il fallait reprendre le tout à zéro, ça allait nous prendre encore des années et des années. Voilà, le temps nous est parti touche déjà vers sa fin. Je vous accorde 2 minutes à chacun, pour conclure et puis... Non, mais en termes de conclusion, et qu'on attend vivement les élections au niveau de la FECOFA, les élections avec un dirigeant qui aura un bon profil. Parce qu'on n'aimerait pas voir quelqu'un qui vient, qui est une sorte d'objet volant non identifié. Il faut que les mondes du sport, les mondes du football puissent connaître la personne. Voilà, parce que c'est cette personne qui sera habilitée à piloter le football congolais dans les années à venir. Donc on insiste sur le respect des règles, on insiste sur le large consensus autour de notre football. Bon, l'équipe nationale, on s'en tient à la volonté du ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui nous a dit récemment que nous voulons voir la RDC se qualifier, que le gouvernement a mis en place tous les moyens pour permettre à la RDC de se mouvoir du côté de Guadalajara et que les supporters vont se déplacer. Bon, pour le U17, on souhaite beaucoup de chance à notre équipe nationale. Il nous reste seulement 2 étapes. Hein. Les Fauves de Bazoubangi et les Lionceaux indoptables du Cameroun. Bon, si on a au moins 3 points, je crois qu'on aura notre place pour la prochaine CAN. Je pense que pour le U17, il faudrait juste essayer un peu de les conscientiser, parce que ce sont des jeunes joueurs. Il faudrait les conscientiser par rapport à l'enjeu qui reste d'abord l'apprentissage, et aussi par rapport à ce qu'ils peuvent nous donner comme cerise sur les gâteaux, cette qualification-là qui peut nous faire énormément du bien pour la CAN U17. Alors pour le Léopard senior, messieurs, je pense que tout se passe en faveur de la RDC. On a quand même une organisation qui est stable depuis un moment avec le ministre des Sports Didier Boudimbo. Je pense qu'il faudrait à l'heure actuelle essayer de réunir les gens autour de l'équipe, autour de la cause qui soit nationale et non la cause qui soit partisane des uns et des autres, ou soit des particuliers. Je pense que pour l'instant, on doit faire en sorte que cette équipe puisse se qualifier pour le mondial. Là, je vois les efforts côté ministère, les efforts côté FECOFA sur le plan technique, et les efforts du côté de l'équipe nationale en soi pour nous ramener ces résultats-là. Et pourquoi pas aussi les efforts du côté de la tribune, parce que les supporters apportent énormément. On a vu ce qu'a fait le prouesse de Lumumba Veya, qui est devenu pratiquement une star juste après la CAN, et on sous-entend que l'apport du public est quand même considérable. Alors pour les élections au niveau de la FECOFA, de la LINAFOOT, et puis de la LINAFJ et la LINAF aussi, je pense que moi je vais plutôt interpeller les électeurs. Il faudrait que les électeurs soient conscients de l'enjeu. Il
faudrait qu'ils soient conscients de ce que doit gagner le football et non de ce que doit gagner certains individus. Donc il faudrait plutôt penser au football congolais pour son avenir. Et il ne faudrait pas penser d'abord aux uns et aux autres. Il faudrait réfléchir sur ce que doit gagner la RDC parce qu'actuellement, on n'a pas besoin encore de perdre du temps. On a besoin d'évoluer avec la Ligue nationale de football des jeunes, avec la Ligue nationale de football féminin, avec la Linafoot, avec la FECOFA. On a besoin d'une évolution et que les choses puissent aller dès l'avant et non des individus qui viendront pour leur propre cause et leur intérêt et puis abandonner par après le football. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi nos deux invités qui ont tout pris, souhaitent d'ailleurs, dans le souhait de tous les Congolais, de voir la République démocratique du Congo retrouver le chemin de la Coupe du Monde après 51 ans d'absence. Et les U17 qui sont en train de faire la fierté de la RDC aujourd'hui. Et surtout, l'interpellation aux électeurs pour les élections au niveau de la FECOFA, l'INAF, l'INAFJ, tout et tout. Donc, la conscience sont faites pour pouvoir élever le défi. Aujourd'hui, le football, l'image de football de la RDC, le football en RDC est terni par la mauvaise gestion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur TH1 Télévision. Au revoir.